Donc, la censure d'une œuvre d'art implique toujours différentes formes de violence, bien entendu, à l'égard d'abord de la création qui a été retirée de l'espace du visible, mais aussi, bien entendu, à l'endroit de la créatrice qui en est à l'origine, en l'occurrence toi-même, Elena. Donc, peut-être tu pourrais me dire quelques mots sur les différentes formes de violence que tu as pu vivre à travers cette expérience-là. Donc, les conséquences à la fois personnelles, professionnelles que cet épisode a engendré, qu'est-ce que ça a engendré pour toi, dans quelle l'incidence à la fois sur ton processus créatif, sur ta vie professionnelle, personnelle, comment cette violence-là se traduit au fil du temps après ce que tu as vécu? Oui, là, il y a beaucoup de choses à dire parce que, comme tu dis, c'est à plusieurs niveaux. Je dirais que la première chose que je peux ressentir, c'est la solitude. Alors, se trouver face à une institution, à des autorités, sans soutien, de ces instances qui t'invitent et tout à coup, sans explication, parce qu'il n'y a pas une mise en contexte pourquoi tout simplement on le fait. Alors, disons que ça peut être une forme de violence. Justement, il n'y a pas un dialogue. Mm-hmm. Il y a une interdiction. On empêche, on limite l'expression sans justifier, sans qu'on comprenne pourquoi ça se passe, dans une première instance. En même temps, tout ça, ça m'a fait revoir ma situation comme femme, comme personne immigrée et comme artiste aussi. Alors, rappelez que j'avais déjà, après 16 ans d'avoir immigré à Montréal, vécu beaucoup de choses, j'avais passé par la maîtrise, j'avais réussi déjà à mettre des mots sur ça. Et tout à coup, je me trouve dans les contextes professionnels à se revoir de nouveau dans un statut qui est limité. Je ne sais pas, est-ce que ça me fait questionner, est-ce que c'est parce que je suis une femme face à une autorité masculine? Est-ce que c'est parce que je suis une immigrante face à une autorité qui la voix, c'est celle de la société d'accueil? Parce que je suis latino-américaine, ou tout ça ensemble. Donc, il y a quelque chose de très vulnérabilisant dans cette expérience. Absolument, absolument. Et c'est comme ça te fait perdre la confiance, ça te fait perdre l'illusion, une fois de plus, de laquelle j'avais déjà parlé dans ma pratique à travers la femme et les femmes. C'est la perte de l'illusion, la déception d'une réelle rencontre interculturelle, du dialogue. Mm-hmm. Alors, le dialogue n'a pas lieu. On se trouve ça devant une impasse, finalement, donc un bâillonnement. Donc, on retire l'œuvre, mais en même temps, on bloque l'espace de la parole. Puis donc, les tentatives de dialogue ont toujours été esquivées de différentes façons, à ce que je comprends dans ton cas. Ouais. Dans les gestes, il n'y a pas de dialogue. Tout simplement, il n'y a pas une invitation à essayer de dire, bon, c'est quoi ce territoire et pourquoi dans ce territoire-là, on ne peut pas présenter certaines images, mais un dialogue de 1 à 1 ou entre les collectivités, mais que ça se passe. Alors, il y a les gestes de l'autorité, ce qui nous infantilise l'artiste, infantilise la femme, infantilise l'immigrante et infantilise le public. Exact, c'est ça. Parce que même le public, on ne laisse pas s'exprimer, parce qu'on l'empêche d'avoir accès à ces images-là de toute façon. Donc, puisque dans ton cas aussi, il n'y avait pas eu de plainte formelle, c'était vraiment plus une crainte de... Il y a une crainte de qu'est-ce que la salle ou les personnes qui travaillent là ont vécu dans le passé, mais c'est aussi une interprétation de laquelle, si je comprends bien, il n'y a pas une étude. On n'a pas approché les organismes communautaires qui sont peut-être en communication directe pour savoir exactement qu'est-ce qui dérange et qu'est-ce qui dérange à qui est, comment on définit, disons, la communauté qui entoure ces salles d'exposition. Qui dit c'est qui cette population-là? Est-ce qu'on l'unifie, on fait un lissage? Oui, on l'unifie, on met juste une catégorie et on dit cette communauté culturelle particulière quand il s'agit d'un quartier où il y a énormément de diversité. À l'origine, c'est des Grecs, mais tu vois, il y a toutes sortes, ils se parlent beaucoup, plusieurs langues. Et bon, c'est l'endroit le plus, où il y avait plus de cultures différentes à Montréal. Alors, on ne peut pas parler au nom d'une seule culture et prétendre savoir c'est quoi ce que cette culture-là veut ou décide ou a besoin.
Alors, ça est venu aussi me questionner en tant que femme qui a été éduquée dans une culture religieuse aussi très traditionnelle. Donc, ça t'a ramené une expérience Alors, antérieure. Oui, moi, comme femme qui a grandi dans un catholicisme disons, accentué, presque fondamentaliste, parce que j'étais formée, disons, sous l'influence de l'Opus Dei. Alors, j'ai dû dans ma vie de femme, mais aussi comme artiste, et l'art, ça m'a aidé à mettre des mots sur cette déconstruction de cette éducation-là. Mais je me trouve avec mon art et tout ce que c'est travail de déconstruction d'une tradition qui me fait violence comme femme, à penser à ces femmes qui habitent dans ces quartiers-là, auxquelles on ne leur donne pas la chance aussi d'avoir un contenu que peut-être ça va le faire, ça va les rassurer, ça va les faire penser à sa condition et peut-être à trouver des outils aussi pour faire un cheminement personnel. Parce que oui, bien sûr, ça peut être une forme d'émancipation, l'accès même à l'art de toute façon. Donc, c'est brimer un message qui pourrait être extrêmement porteur pour la communauté locale, qui est extrêmement hétérogène aussi, comme tu le mentionnes. Donc, et concrètement, dans ta pratique, est-ce que ça t'a incité à aller plus vouloir aller vers la subversion ou aller vers un contenu plus politique, ou au contraire, tu sens qu'il y a un certain refroidissement où toi-même, tu t'es auto-censuré par la suite par crainte de soulever d'autres polémiques ou autres? Est-ce que tu as l'impression que ça a eu un effet rétrospectivement sur tes œuvres qui ont été créées par la suite? C'est dur à dire des fois. Ben écoute, quand tu me dis ces choses-là, c'est sûr que la peur m'habite tout le temps dans ce que j'exprime et j'expose au public. Et après, c'est sûr que ça m'arrive d'avoir des paniques et d'avoir peur de jugement, d'aller trop loin. Mais qu'est-ce que ça me fait, ce type d'expérience spécifique? C'est d'être sûr de qu'il faut dire les choses. Alors, d'une œuvre qui était un essai de représenter un personnage, qui est la femme et l'enfant, est devenue toute une série énorme parce que ces dialogues-là, disons ces gestes et cette interdiction qu'on a posée, pour moi c'est une réponse à l'œuvre. Alors je réponds avec la multiplication de cette image-là. Donc on amplifie le message. Alors oui, dans ma pratique, ce que j'ai pu faire, c'est justement reproduire cette image à la demande aussi des publics. Parce que justement, ce qui était beau dans cette expérience-là, c'était de sentir la solidarité du milieu des femmes artistes, que ce soit à Montréal, mais que ce soit dans d'autres pays aussi. Parce que bon, les réseaux sociaux ont servi à ça, à multiplier l'image, à avoir de la curiosité. En même temps, je comprends que malheureusement, cette image-là peut être perçue comme vulgaire. Quand on parle d'art oui, alors moi, c'est sûr que ça m'étonne quand ça vient des artistes même qui parlent de cette façon-là. Quand on est en train de faire de la poésie en quelque part. On est en train de créer des images qui se veulent des pistes, ouvrir la perception, créer de nouvelles mots, de sensations. Alors, on réduit ça à la vulgarité et on entend parler des corps de la femme. C'est comme incroyable. Alors, c'est sûr un retour en arrière. Oui, oui, absolument. C'est ça, les acquis sont toujours à construire et à lutter en termes même de représentation du corps. On le voit avec cet exemple-ci qui est assez parlant. Et il y a quelque chose aussi de récurrent dans le phénomène de controverse artistique ou de cas de censure, c'est lorsqu'on tente de dérober une œuvre au regard, mais finalement, elle finit par être multipliée. Donc, soit par les médias, mais souvent même par l'artiste aussi, qui va justement l'utiliser peut-être dans d'autres médiums ou qui va amplifier cette parole-là de d'autres façons. Donc, c'est ça, il y a toujours un effet paradoxal à la censure. Donc, on brime d'un côté, puis ça accentue, l'œuvre souvent devient hyper visible de différentes manières. Et donc, c'est une belle façon un très bon exemple, le vêtement que tu portes aujourd'hui, donc de cette œuvre qui aurait pu peut-être être moins importante, peut-être dans ta carrière professionnelle, et qui maintenant est devenue un symbole très important pour toi, un symbole de solidarité aussi, puis qui incarne bien tout ton processus créatif, puis ta démarche finalement, et ce pourquoi tu crées, c'est pourquoi tu luttes, si on veut. Donc, je trouve ça quand même intéressant, ce retournement
en termes de visibilité. Oui. Puis, quand tu parlais aussi on peut parler d'émotions contradictoires qu'on peut vivre dans ces situations-là. Donc, tu me parlais de cette peur, de sentiment de solitude. Est-ce qu'il y avait aussi, en termes est-ce qu'il y avait une colère en toi? Est-ce que tu avais le goût ou au contraire, c'était plus une forme de déception que tu vivais? Est-ce qu'il y avait, au niveau de la violence, de comment tu l'as reçue toi-même, est-ce que tu avais besoin d'exprimer? Écoute, il y a tellement de choses à dire. Oui, il y a la solitude, la frustration face à ces pouvoirs-là, mais face à un pouvoir qui, quelque part, ne comprend pas et n'a pas assez les outils pour connaître c'est quoi la création et c'est quoi les difficultés auxquelles les artistes on est confrontés tous les jours pour être capable de continuer dans notre pratique, qui est liée aussi à faire l'effort de comprendre. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très triste et ce type d'expérience le met en lumière, c'est comment les artistes, et bon, comme je l'ai dit tantôt, infantilisés, mais vus comme des acteurs de la société auxquels il faut mettre des limites. Il y a un pouvoir qu'il faut les encadrer, où on perd la confiance dans l'artiste. Ça veut dire, celle-là, c'était un geste de manque de confiance dans la création des artistes professionnels. Alors, moi, je trouve ça très inquiétant, justement. Pas juste l'artiste, mais les commissaires. Il faut dire que dans ces cas-là, on a invité un commissaire à travailler avec un sujet, un commissaire aussi d'origine latino-américaine. Et après qu'il a fait sa sélection, l'agent culturel décide qu'est-ce qu'il va exposer. Et ça, par hasard, c'est autour de la nudité. Alors, il y a un manque de confiance envers la création de l'artiste, mais aussi envers les commissaires. Et je pense que c'est important de revoir pourquoi ça se passe, pourquoi un agent ou je ne sais pas si c'est un gesteur culturel ou un employé d'une salle d'exposition se permet d'inviter un commissaire pour après limiter son choix. Ça filtrer le contenu. Oui, alors je trouve que, de nouveau, c'est un commissaire latino-américain. Est-ce qu'on se permet de le faire à cause de ses origines? Ou tout simplement parce qu'il y a de la nudité et on ne peut pas permettre ça dans ces contextes-là. Alors, il y a un manque de clarté dans la façon de procéder, dans la façon de travailler. Disons, et ça nous fait violence, disons, aux personnes qui essayent de travailler dans l'art. Parce que déjà, c'est ça, juste le fait d'exposer pour un artiste, je veux dire, pour une artiste comme toi, c'est déjà, il y a plusieurs embûches en termes de financement, en termes de temps personnel qui est grugé. Et là, de subir cette intervention-là par la suite, ben ça ajoute aux couches des difficultés quand même auxquelles font face les artistes au Québec aujourd'hui. Donc, c'est peut-être quelque chose que visiblement les gestionnaires culturels sont pas assez conscients finalement. Donc, c'est pourquoi j'ai peut-être l'impression que certaines personnes dans l'espace public ou certains journalistes vont dire « Ah, ben mon Dieu, la personne exagère », mais ils ne comprennent pas toutes les embûches ou les formes justement de violence que les artistes peuvent subir, même avant de vivre cet épisode de censure-là. Donc, parfois, oui, c'est une réaction qui semble forte, mais qui est pleinement justifiée, considérant tout le contexte des créations qui est pas évident non plus. Lorsque, comme tu l'as mentionné, tu es une femme qui a migré au Québec il y a 16 ans, donc il y a des difficultés additionnelles qui s'ajoutent dans ces circonstances-là, comme tu l'as mentionné, malheureusement. On lutte pour que ce soit pas le cas, mais faut pas nier ça. Donc, c'est ce qui explique, c'est ça, cette réponse qui est, à ma foi, très, très justifiée. Oui, il y a... on peut pas imaginer qu'est-ce que les risques qu'on prend, le courage qu'il faut pour réaliser un corpus de travail qui touche ce sujet-là, qui parle de la religion, qui parle de l'identité féminine vis-à-vis à des traditions, mais qui parle du corps aussi, qui veut changer aussi cette perception que la religion nous a amenée, que le corps est péché, que le corps est sale, que le corps est impur, alors qui veut et qui a besoin aussi pour notre survie, en quelque part, et pour créer des relations humaines plus saines, d'avoir une approche au corps qui est différente. Alors, qu'est-ce que ce type de geste fait? Il vient écraser tout ce travail qui est émotionnel, qui est intellectuel et qui est long. Tu vois? Alors, et que ça a pris
c'est pas facile d'arriver là. Il y a quelque chose d'intéressant qui est arrivé avec ces corpus de travail, qui est autour de la femme éléphant, qui parle de la déception, justement, la frustration de la rencontre interculturelle. Et voilà, ça, c'est un épisode important d'un dialogue qui n'est pas équilibré, disons, si on peut le dire, avec la culture d'accueil. C'est sûr que je parle souvent de cette condition d'être une artiste qui est aujourd'hui, à ce moment, ça fait 16 ans. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis à Montréal. Mais c'est ça, j'amène tout un bagage. Et je me suis rendu compte avec ces séries-là l'importance de dire. Alors qu'en quelque part, ma pratique, il y a, bon, par l'expérience, parce que je le vois, l'importance de dire, d'énoncer, et d'énoncer des questions qui sont cachées, qu'on ne veut pas savoir, qui sont des tabous. Je pense que mon travail s'est nourri beaucoup de tabous. Des tabous qui viennent de la religion, des tabous autour du corps de la femme, des images qui ont été créées dans l'enfance autour des icônes religieuses, des visites à l'église, de cérémonies, de rituels. Mais si tu veux, c'est sûr que ce sont des tabous que je vis dans mon corps aussi et qui apparaissent dans cet effort de représenter ce personnage-là qui est la femme éléphant. Cette démarche-là aussi, ça m'a permis, c'est drôle parce qu'on parle de corps, mais c'est de la sensualité. Alors, ça m'a permis aussi le retour à la matière. Parce que je venais d'une pratique aussi dans les années avant, où j'ai travaillé la performance, mais aussi les nouveaux médias, les web, la vidéo. Et avec la femme éléphant, ça m'a permis un retour à la sensualité de la matière. J'ai commencé à travailler l'argile, les dessins, avec l'intention de créer un genre de dialogue inter avec les nouvelles technologies et les techniques traditionnelles. Alors, ce travail en aquarelle, c'est un travail aussi qui vient s'encadrer dans cet effort de récupérer les touchés, la texture de l'eau. Il y a un plaisir. Alors, je pense que c'est quelque chose, ou c'est un aspect qu'on peut le voir dans les traitements que j'ai faits. Alors, en plus, cette image qu'on a censurée parle de la délicatesse, de l'approche au corps, mais aussi de mon propre corps. Ça veut dire le besoin de prendre soin et d'être douce et d'être délicat. Alors, ouais, alors c'était un moment où j'ai ouvert cet espace dans ma pratique à ce type d'approche. Oui, ben c'est ça l'idée d'être... est-ce que tu étais à l'aise d'être porte-parole, si on veut, pour d'autres artistes? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu naturellement ou t'as hésité à... Écoute, moi, je ne suis pas une personne de discours, ni de porte-parole, moi, ça ne m'appartient pas. J'ai pratiqué déjà l'activisme, je le pratique encore, mais c'est en collectif. Et j'ai trouvé justement, ce qui était difficile dans ces cas-là, c'est que je n'avais pas un collectif qui me soutenait. Moi, j'ai travaillé, et justement, juste avant que ça arrive, cette censure-là, ces 4 censures, j'ai milité dans les réseaux sociaux pour des censures qui s'est passées en Colombie. Alors, j'étais très active, et on était une gang de femmes à partager des images, des articles qui apparaissaient dans les journaux. Et tout à coup, quand ça m'arrive, je me fais interpeller pour des collègues qui me disent « Mais Elena, pourquoi tu réclames pour la censure en Colombie et tu ne le fais pas ici ?» Et c'était la 2e fois que ça m'arrivait. Mais bien sûr, parce que j'étais seule. La solidarité, je l'ai trouvée dans les chemins. Entre le moment que l'événement a eu lieu et aujourd'hui, différentes personnes qui s'approchent, qui veulent avoir plus d'informations, qui soutiennent les personnes qui achètent les t-shirts et qui se prennent en photo, qui la partagent avec moi. Alors, il y a un roulement de l'image. C'est à ce moment-là que je ressens la solidarité. Mais pour poser la question à l'institution, je suis toute seule. Et c'est l'institution, c'est une gang de monde. Alors, c'est facile
de t'enlever la parole, tu sais, d'invisibiliser la demande ou la prise de position. Alors, oui, ça c'est difficile. Mais sinon, moi, quand je suis à l'aise avec la parole, c'est justement dans la création et plus en approche qui est de l'ordre littéraire ou de la fiction, mais dans lesquelles je suis toujours en train de parler, de dire justement des choses.